nos auditions ce matin et nous commençons donc avec l'audition de Madame Pascula Fortuna Deschamps, maire de Vergès, également sa première adjointe qui est là, de Sébastien Ferrat, qui est directeur départemental des territoires de la mer du Gard, de Thierry Agnel, qui est président de l'établissement public territorial du bassin du Vistre, Vistrin, qui est président de la commission locale de l'eau, et de Sophie Ressouche, qui est responsable du pôle eau souterraine. Mesdames, Messieurs, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc, Madame le maire, vous appuyez sur le... Voilà, pour qu'on vous entende bien. Alors, je le jure, Monsieur le Président. Est-ce que vous souhaiterez parler? Si vous souhaitez parler, il faut à ce moment-là. Voilà, allez-y, comme ça au moins. Comme ça, tu pourras prendre la parole. Voilà, si vous souhaitez compléter des fois. Oh, Je le jure. Merci. Madame. Je le jure. Monsieur Agnel. Je le jure. Et Monsieur Ferrat. Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Et également, vous devez nous faire part si vous avez d'éventuels liens d'intérêt par rapport à l'objet de notre commission d'enquête. Donc, on va commencer par Monsieur Ferrat. Je n'ai aucun lien avec l'entreprise, Monsieur le Président. Monsieur Agnel. Aucun lien avec la société Nestlé. Merci. Madame Ressouche. Aucun lien non plus. Madame le maire. Je n'ai également aucun lien avec la société Perrier. Et Madame la première adjointe. Aucun lien également, pardon. Merci beaucoup. Je rappelle rapidement, puisque, comme vous le savez, cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat, que le 20 novembre dernier, une commission d'enquête a été constituée sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur les eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Mes chers collègues, cette audition a pour objet de donner la parole à des élus et à des responsables administratifs concernés par l'exploitation du site Perrier de Vergès en amont de notre visite sur place prévue le 7 février prochain. Il s'agit pour nous de comprendre l'écosystème des eaux et le rôle de chacun. Que représente aujourd'hui le site de Vergès en termes d'installation d'emplois, de production annuelle de bouteilles et de recettes fiscales pour la commune? Quel regard portez-vous sur les récentes révélations concernant le traitement de désinfection des eaux minérales naturelles par des minéraliers, dont Nestlé Waters? Comment percevez-vous la déclassification de certains forages de Vergès en forages destinés à la production d'eau de boisson sous la marque Maison Perrier? Est-elle, selon vous, de nature à nuire à l'image de la marque Perrier à laquelle vous êtes très attaché? Plus globalement, comment agissez-vous pour préserver la ressource en eau souterraine? Voilà quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur, et je lui fais entièrement confiance, va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez successivement vos réflexions. Alors, comme vous êtes 3 parties, on va dire une dizaine de minutes chacun, c'est-à-dire la mairie, le PTB, l'État local. Puis après, Monsieur le rapporteur vous posera diverses questions et après, bien sûr, les autres membres de la commission pourront également vous interpeller. Donc, je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes entendu ou on commence par Madame le maire, le PTB, l'État, comme vous voulez. Ah, ben c'est très bien. Ah, par contre, oui. Pardon, oui. Oui, donc on vous avait proposé une introduction de voilà, une dizaine de diapos maximum pour vous présenter le territoire et l'aspect géologique qui est lié avec la nappe sur laquelle nous allons parler, quoi. Donc ça pourrait servir d'introduction si vous le souhaitez, quoi. Allez, je vais vous commenter. Donc effectivement, le territoire sur lequel nous allons discuter ce matin se situe effectivement au sud de la France, hein, voilà, sur le bassin Rhône-Méditerranée, région Occitanie, voilà, qui est département du Gard, hein, qui est compris entre les Bouches-du-Rhône et l'Hérault, département qui touche la mer Méditerranée avec le
le port de pêche du Gros-du-Roi. Voilà, sud du Gard, c'est un territoire, donc le PTB... Surtout pour monsieur le rapporteur, parce que moi je connais peu. Oui, surtout, voilà, donc c'est pour ça que je vais un peu vite. Et les collègues, Voilà, donc c'est un territoire qui occupe le territoire de l'EPTB, effectivement, ça occupe toute la partie sud du département du Gard, voilà, sur lequel vivent 300 000 personnes. C'est la moitié de la population pratiquement du département du Gard, qui comprend en grande partie l'agglomération de Nîmes, 150 000 personnes. Et le reste, c'est, voilà, disons, semi-rural, avec au sud beaucoup de terres agricoles, beaucoup de viticulture, côtière de Nîmes, effectivement, si vous connaissez. Sur 300 000 habitants qui y vivent, je reviendrai un petit peu après, mais savoir déjà que c'est un territoire un peu sensible à la sécheresse, zone méditerranéenne, sensible aux inondations, 300 000 personnes, 1 sur 3 vivent en zone inondable, 100 000. Une entreprise sur 2 est aussi en zone inondable. Donc voilà, on vous a mis un petit peu les difficultés de ce territoire, de zone un peu de sécheresse, inondation, et on pourrait y rajouter aussi feux de forêt auxquels on est souvent soumis. Voilà pour ce territoire, le rôle un petit peu de l'EPTB sur ce territoire, c'est le rôle d'un établissement public de bassin classique, gestion de la ressource en eau. Effectivement, les communes nous ont transféré leurs compétences sur la ressource en eau dont nous allons évoquer ce matin. Voilà, mesure, contrôle quantitatif, contrôle qualitatif aussi important. Restauration morphologique des cours d'eau, c'est ce que vous avez un peu sur la diapo en bas à droite. Nous recréons un peu les méandres de cette rivière du Vistre qui est assez dégradée. Voilà, donc c'est un projet un peu unique en France, puisqu'on a sur 48 km, on a déjà fait 12 km, et on prévoit d'en faire 12 en plus. C'est la seule rivière de France qui est autant redimensionnée, reconditionnée sur notre territoire. L'entretien des cours d'eau, effectivement aussi, voilà, replantation, ripisylve, entretien, on recrée des corridors écologiques sur cette rivière. Prévention du risque d'inondation, je l'ai un petit peu évoqué aussi, sur un territoire sensible. On porte sur ce territoire, le PTB a la responsabilité du PAPI, plan d'action de prévention des inondations. C'est le troisième que nous portons sur ce territoire. C'est des gros papis. Le dernier, celui-ci actuel, fait 126 millions d'euros. C'est hors Île-de-France, le plus gros papi de France. C'est le troisième. Les précédents faisaient aussi 100 millions d'euros. Donc sur ce territoire, il y a pratiquement 300-400 millions d'euros qui sont utilisés effectivement pour protéger la population des inondations qui sont récurrentes dans notre territoire. Et enfin, une dernière information, c'est informer, sensibiliser, beaucoup de relations avec les élus. On les aide pour leurs plans communaux de sauvegarde, relations avec les agriculteurs, relations avec les scolaires, sensibilisation dans les scolaires sur les pratiques agricoles, sur les inondations, etc., etc. Voilà un peu résumé l'aspect un peu géographique et les missions de l'EPTB. Donc je laisse la parole à Sophie Rosouche, qui est chef de service du pôle inondation, pour la présentation un peu plus technique de l'aspect géologique de la nappe. Alors, je vais vous présenter le contexte géologique simplifié, je devrais rajouter, pour vous indiquer que sur notre territoire, qui est représenté par le trait rouge qui montre, si j'arrive avec la souris à me balader dessus. Bon. Vous avez le contour en rouge qui représente le territoire de l'EPTB, dans lequel on distingue deux grands réservoirs distincts. Donc, la partie verte de la carte qui correspond à l'aquifère des calcaires des Garrigues nîmoises, qui est très différent du réservoir qui est indiqué en beige, qui est le réservoir des alluvions des cailloutis du Villafranchien, qui est le réservoir donc, qui contient les nappes vistrinques et costières. Ces calcaires, on va les retrouver, donc là on les voit en surface dans la partie nord du territoire. Ces deux ensembles sont distingués par la faille de Nîmes, le long de laquelle ces calcaires se sont effondrés, et on va les retrouver en profondeur sous les nappes vistrinques et costières. Donc on est sur des calcaires qui sont fissurés, dans lesquels l'eau s'infiltre rapidement et circule rapidement, qui ont une épaisseur qui est importante de plusieurs centaines de mètres pour la partie calcaire. Et sur la partie plaine, on est sur des alluvions d'origine continentale qui ont été déposées à la fin du Quaternaire et qui est sur une épaisseur bien moindre, puisque là on a une quinzaine de mètres en moyenne d'épaisseur d'alluvion, qui est une nappe qui est très proche de la surface, à quelques mètres sous nos pieds, donc très vulnérable, et qui constitue les nappes vistrinques et costières, sur laquelle, historiquement, le syndicat des nappes vistrinques et costières, et maintenant le PTB Vistre-Vistrinque, porte ses actions de préservation et de gestion.
Donc sur ce territoire, nous avons 2 masses d'eau au titre de la directive cadre sur l'eau. D'une part, l'aquifère des calcaires des garrigues nîmoises, avec une situation qui est en bon état quantitatif, au titre de la identifiée dans le SDAGE Rhône Méditerranée comme étant en bon état quantitatif et en bon état qualitatif, malgré sa vulnérabilité, et qui, pour l'eau potable, qui est quand même le sujet qui nous intéresse, nous, à l'EPTB, et qui guide notre action pour avoir une ressource compatible, d'une qualité qui est compatible avec cet usage. Donc sur cette masse d'eau, on a environ 340 000 m3 par an qui sont prélevés, notamment par 2 communes sur ce territoire. Sur les nappes bistrinques et costières, on est sur une ressource stratégique identifiée par la directive cadre sur l'eau, dans la liste des ressources stratégiques, identifiée par le SDAGE également, sur laquelle les zones de sauvegarde ont été délimitées pour protéger la ressource. Il y a un véritable enjeu d'alimentation en eau potable, puisque ce sont 13,5 millions de mètres cubes qui sont prélevés chaque année dans cette ressource. Et on est dans une situation d'équilibre précaire, où on voit qu'on a une tendance à la baisse des niveaux piézométriques et une qualité d'eau qui est dégradée par la présence de nitrates et de pesticides, donc avec un risque de non-atteinte des objectifs environnementaux inscrits dans le SDAGE 2022-2027. Donc, juste une précision. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que, alors, excusez-moi, c'est pour bien ma compréhension, déjà, on est d'accord que Vergès, c'est côté beige de la carte. Vergès est à cheval, on le voit entre le beige et le... Je ne le vois pas, alors dis-moi, on le voit, c'est où? Je ne peux pas vous le montrer. Ah si, ça y est là. Il est là. Il est là, d'accord. D'accord. Mais donc, pour ce qui nous concerne sur Perrier, c'est de quel côté que les prélèvements... On va y arriver. D'accord, ok. Et juste question, parce que vous disiez tout à l'heure, peut-être que j'ai mal suivi, mais que l'aquifère des calcaires des garrigues était plus vulnérable, parce qu'il était moins profond. J'ai bon? Il est très profond, mais il est très vulnérable, parce que la circulation est très rapide. D'accord, mais donc, finalement, c'est la partie la moins vulnérable qui serait la plus dégradée dans ce que vous écrivez ou... L'aquifère de la Vistrinque, il est vulnérable aussi, mais pour d'autres raisons, parce qu'en fait c'est un aquifère poreux, comme une éponge. Il est vulnérable parce qu'il est très proche de la surface, et parce que l'activité est importante sur ce territoire, alors que l'aquifère des calcaires des garrigues, c'est plutôt des zones naturelles, avec quelques habitations... Avec moins d'activité anthropique humaine. Voilà. Merci, pardon, juste pour préciser. Là, si on fait une coupe en travers de cette carte, on obtient alors un contexte géologique qui est simplifié, mais pour vous indiquer justement la question que vous posiez, vous avez ici le réservoir qui constitue la nappe de la Vistrinque, donc les fameux cailloutis. Donc on a un empilement de sable de gravier qui repose sur une couche imperméable et qui constitue les nappes bistrinques et costières. Donc affleurantes sur la zone des costières, avec une toute petite couverture sur la zone de la plaine. Donc là, l'eau est à quelques mètres sous nos pieds. Quand je dis quelques mètres, c'est 2, 3, 4 mètres, 5 mètres dans ce secteur-là. Et puis l'aquifère des calcaires des garrigues, c'est ici. Donc c'est des fractures dans des roches dures. L'eau circule et dans ce réservoir-là, qui lui est beaucoup plus épais. On a plusieurs centaines de mètres de calcaire. Et ces calcaires, on va les retrouver, vous voyez ici, sous la partie de la Vistrinque. Et encore après, à beaucoup plus grande profondeur, 400-500 mètres de profondeur, sous la plaine. Donc ce que je voulais vous indiquer à travers cette coupe, c'est que cet aquifère des calcaires des garrigues, il contribue à l'alimentation de la nappe de la Vistrinque de manière souterraine, soit par écoulement direct, soit par drainance ascendante, ou soit par remontée le long des différentes failles qu'il peut y avoir sur le territoire. Alors, justement, pour essayer de vous expliquer un petit peu le contexte de Nestlé, donc vous avez ici la plaine de la Vistrinque, vous avez ici les calcaires des garrigues, représentés en vert pour partie parce qu'ils s'étendent encore plus vers le nord. Donc la nappe de la Vistrinque, à cette échelle, c'est les 2 petits millimètres que vous avez là au ras de la surface. D'accord ? Le site de Nestlé Water est ici. Donc historiquement, les forages de Nestlé étaient situés dans cette zone-là et venaient chercher les calcaires, les différents étagements de calcaire qu'on peut avoir dans ce secteur-là. Et puis petit à petit, au fil de son exploitation, Perrier a développé des forages sur cette partie des calcaires où on voit ces calcaires-là sont affleurants, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas d'une couverture, comme ça pouvait être le cas ici, dans la plaine. Donc ces calcaires, vous les voyez ici, vont se vidanger dans les calcaires plus profonds, dans la nappe de la Vistrinque, puis on a des remontées également le long des failles. Et vous avez ici le réservoir, qui est donc encore plus ancien, dans lequel sont prélevées les eaux chargées en gaz pour la production de Perrier.
Voilà, donc vous avez deux réservoirs vraiment distincts, mais qui ont des relations les uns entre les autres. Donc pour en revenir aux missions de l'EPTB intervient sur le grand cycle de l'eau. Ses membres sont des collectivités, comités de communes, comités d'agglo, qui, soit les EPCI, soit les communes, ont la compétence eau et assainissement. Et l'EPTB intervient au titre du grand cycle de l'eau en vue d'avoir une eau de qualité compatible avec l'alimentation en eau potable. Donc l'EPTB dispose de dispositifs de surveillance. On surveille la qualité sur notre territoire, donc ciblé sur la nappe de la Vistrinck et des costières. Et donc les paramètres qu'on suit, ce sont essentiellement les nitrates, les pesticides, puisque ce sont les paramètres à l'origine de la dégradation de la qualité de l'eau, et la salinité à l'aval, puisqu'on a une problématique de biseau-salé à l'aval. La bactériologie, pour nous, n'est pas un sujet, étant donné que la bactériologie est éliminée par les traitements de désinfection quand elle est distribuée. Et on a également une action de surveillance de la quantité. Donc on a des piézomètres qui sont équipés de sondes d'enregistreuses et qui enregistrent en permanence les variations du niveau de nappe. Connaissance qui nous permet de faire remonter aux prises des services de l'État une situation et une analyse de la situation quantitative, de l'état de remplissage des nappes, qui est utilisé notamment dans la gestion de la sécheresse. L'EPTB a également une mission de connaissance et porte depuis 2022 une étude qui vise à construire un modèle hydrogéologique de simulation du fonctionnement de la nappe de la Vistrinck, qui va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions, et notamment celle sur la capacité de cette nappe à satisfaire les besoins dans l'avenir, dans un contexte de changement climatique dont on ressent déjà les effets aujourd'hui. Et vous faites ça de manière partenariale avec Nestlé ou c'est vraiment un travail autonome de votre part ? C'est un travail autonome de notre part, qui bénéficie de financement public de l'Agence de l'eau, de la région et du département. Nestlé fait partie du comité de pilotage de cette étude, puisqu'on s'est appuyé également sur les données dont ils disposent, eux, sur les suivis piézométriques, notamment sur les aquifères qu'ils exploitent et qu'ils surveillent. Et ils nous ont donné l'accès aussi à un certain nombre de forages pour pouvoir faire les mesures lorsqu'on a construit des cartes piézométriques. Donc les conclusions de cette étude vont orienter l'action de l'EPTB et la réflexion sur la mise en place éventuelle d'une gestion durable de la ressource pour préparer l'avenir. Une autre mission de l'EPTB, c'est la restauration de la qualité de la ressource, puisque je vous disais, on a des problématiques nitrates et pesticides. Donc l'EPTB est l'animateur des démarches captage prioritaire pour les collectivités gestionnaires de captage. Donc il y a 22 captages prioritaires sur notre territoire, 13 démarches qui sont engagées. On a aujourd'hui 12 plans d'action qui sont en cours de mise en œuvre et qui visent à développer une agriculture compatible avec la préservation de la ressource. Donc il y a différentes actions qui sont mises en œuvre. Le développement de l'agriculture biologique, l'incitation au changement de pratique, l'accompagnement des collectivités pour favoriser l'acquisition foncière à proximité des captages et maîtriser l'usage des sols. Donc toutes ces actions de l'EPTB sont déployées et on les retrouve également dans le SAGE, Vistre, Nappe, Vistrinck et Costières, qui a été approuvé en avril 2020 et qui est en cours de mise en œuvre. Donc le SAGE est un outil pour nous aussi en termes de gestion de la ressource sur ce territoire. Je voudrais préciser une chose, c'est que nous avons avec Nestlé, depuis 2019, des conventions de partenariat qui ont deux volets. Un premier volet qui concerne la connaissance. Donc Nestlé a financé l'EPTB pour la réalisation de campagnes exceptionnelles de recherche de polluants dans les eaux, par exemple les PFAS. En 2024, on a conduit une campagne de recherche des PFAS. Ils nous ont accompagnés aussi dans la création de forages à l'aval pour mesurer la salinité. Et la seconde partie de notre convention concerne le développement de l'agroécologie sur le territoire et de l'impluvium de Nestlé et un peu plus largement des nappes Vistrinck et costières, puisqu'on partage des objectifs communs en termes de préservation des ressources en eau sur ce territoire. Voilà. Merci beaucoup. Madame le maire ou... Alors moi, je peux peut-être pas vous parler de technique, mais déjà situer un petit peu, moi je suis le maire de la commune,
nouveau maire, hein, puisque c'est notre premier mandat. Je n'ai jamais travaillé à la source Perrier. Et malgré tout, comme la plupart des Vergésois, j'y suis en appartenance et très attachée. Et c'est pourquoi je voulais aussi parler de ça et vous rappeler et vous affirmer l'attachement et le lien intime entre la marque Perrier et les habitants de Vergès. C'est un patrimoine industriel, culturel et affectif. C'est le fruit du travail depuis 160 ans à peu près, de femmes et d'hommes, d'ouvriers qui ont fait vivre leur famille et qui ont fait rayonner ce nom de Perrier dans le monde entier. C'est aujourd'hui à Vergès quelque chose d'une fierté collective, je dirais. Alors nous, la commune, bien entendu, en tout cas depuis 2020, je peux vous parler, on maintient des relations partenariales assidues avec l'usine. Et qui traite de préserver l'environnement, de préserver le site industriel et développer également la production d'eau minérale naturelle, donc continuer à forer pour avoir de nouveaux forages, puisqu'on a 4 forages à Vergès, 2 forages qui produisent de l'eau minérale naturelle et 2 forages maintenant qui sont vieillissants et qui ont été consacrés à cette eau de boisson de Maison Perrier. Donc voilà le souhait des habitants de la commune, et c'est vraiment d'inciter aujourd'hui la société Nestlé à forer à nouveau pour avoir des forages d'eau minérale naturelle et pas d'eau de boisson, et cela dans l'intérêt du territoire, des salariés, et globalement pour des raisons économiques. Bien sûr, on est particulièrement attaché à la réglementation en vigueur, et on sera effectivement particulièrement vigilant, puisqu'on a été très surpris d'apprendre par la presse les manquements, on va dire, de Nestlé. Donc voilà pour un petit préliminaire. Merci bien. Non. Donc maintenant, monsieur le directeur de la DDTM, monsieur Ferrat, plaisir. Mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs, pour reprendre ce que dit madame le maire de Vergès, moi je suis arrivé au 1er juillet 2022 au poste de direction de la DDTM. Donc très simplement, aujourd'hui, la DDTM, en quoi est-ce qu'elle est impliquée sur la politique de l'eau et plus particulièrement sur la problématique de l'usine Perrier, donc Nestlé Waters. On intervient au titre de la loi sur l'eau. Au titre de la loi sur l'eau, c'est-à-dire sur un ensemble de rubriques, des rubriques qui sont relatives à la création des forages, des rubriques qui sont relatives au prélèvement, des rubriques qui sont relatives au rejet, des rubriques qui sont relatives également aux rejets d'eau pluviale, des rejets d'eau usée, des rejets d'eau naturelle, des problématiques de remblai, des problématiques aussi de stations d'épuration, de qualité des eaux. Donc à ce titre-là, puisque depuis 2017, les autorisations délivrées pour les installations classées pour l'environnement et les autorisations délivrées au titre des installations, ouvrages, travaux et aménagements dans le cadre de la loi sur l'eau se font dans le cadre d'une autorisation environnementale unique. Et en l'occurrence, l'entreprise Nestlé Waters, c'est une entreprise d'installation classée pour l'environnement. L'autorité coordonnatrice des autorisations est l'ADREAL, en l'occurrence l'unité interdépartementale Gare Lozère, qui est basée sur Nîmes. À ce titre-là, donc, toute l'instruction du volet loi sur l'eau du dossier de l'entreprise est instruite à la DDT et est proposée pour la coordination à l'ADREAL, qui ensuite soumet l'arrêté préfectoral à la signature de l'autorité préfectorale, monsieur le préfet ou madame la préfète. On a un deuxième aspect également qui est en lien avec l'activité de l'entreprise, de manière un peu plus indirecte, c'est la gestion des périodes de crise conjoncturelle en matière de sécheresse, puisque la DDT anime et pilote le comité de la ressource en eau pour le compte du préfet. Et au cours de ces comités de ressources en eau, nous déterminons, en fonction des indications et tout un faisceau d'indices que nous collectons, à la fois les relevés piézométriques dont parlait Madame Ressous, les observations qui sont faites sur les niveaux des cours d'eau, les observations qui sont faites par des acteurs de terrain comme les agents de l'Office français de la biodiversité. Et à partir de là, nous proposons des mesures de restriction, des mesures de vigilance ou d'alerte. Pour l'entreprise Perrier, ces mesures de restriction sont incluses dans l'arrêté préfectoral qui régit son activité et qui ne sont pas
de même nature que celles de notre arrêté cadre, mais qui en revanche sont activées en fonction du niveau d'alerte dans lequel le préfet souhaite placer la masse d'eau dont on parlait tout à l'heure. Le troisième axe de notre travail, c'est que la DDTM agit également pour le compte du préfet comme l'animateur de la mission interservice de l'eau et de la nature, la MISEN. Et une des missions de la MISEN, c'est de suivre l'ensemble du portage territorial des politiques de l'eau. À ce titre, on suit bien entendu, comme il a été présenté par le président, nous suivons l'avancée des différentes démarches territoriales comme les SAGE. Nous sommes membres, bien entendu, de la commission locale de l'eau et nous nous accompagnons, bien entendu, tous les travaux qui sont conduits. Et en l'occurrence, là, on suit également l'étude qui est faite sur le fonctionnement des aquifères sur le territoire du SAGE. Et puis, plus marginalement, mais comme ça a été présenté, je vous en parle, la DTM aussi instruit et propose à Monsieur le Préfet les plans de prévention des risques d'inondation. Donc là, sur le territoire, ça a été élaboré et signé par Monsieur le Préfet. On est aussi les financeurs et on suit les programmes d'action de prévention contre les inondations, puisque un PAPI, comme le disait Monsieur Agnel, c'est en grande partie financé par le Fonds Barnier. Et puis, on anime aussi la politique de préservation des ressources en matière qualitative et notamment toute cette politique de captage prioritaire avec différents partenaires, dont les établissements publics territoriaux de bassin. Voilà, j'en ai fini pour ce propos introductif, Président. Écoutez, merci beaucoup et permettez-moi de vous remercier d'avoir fait ce PowerPoint qui peut... Bon, moi, je connais bien le secteur, mais je pense que les autres membres de la commission, notamment, ça a permis de mieux situer le Gard, que vous connaissez tous, mais surtout le site de la commune de Vergès et le site de Perrier. Donc, je laisse la parole à Monsieur le rapporteur. Donc, une question, une réponse, Monsieur le rapporteur. Oui, s'il vous plaît, comme ça, on peut, déjà pour le suivi de ceux qui nous écoutent, et puis aussi pour la dynamique de l'exposé. Peut-être commencer sur des questions en réponse à vos présentations. La première, pour le PTB, Madame le maire évoquait la possibilité de nouveaux forages sur le site comme quelque chose de souhaitable pour la commune. Je voudrais avoir votre point de vue sur l'état de la ressource et son niveau d'exploitation. Parce que vous nous disiez, pour une partie de l'exploitation, que déjà il y avait un risque de dégradation de la ressource. Donc est-ce que vous pouvez nous dire si, de votre point de vue à vous, des nouveaux forages vous semblent souhaitables, envisageables, et quel regard vous portez sur la possibilité de nouveaux forages à Vergès? Oui, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Effectivement, comme il a été présenté, ou comme l'a dit madame la maire de Vergès, les premiers forages de Perrier étaient situés aux alentours de l'usine. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils vont dans des forages qui vont beaucoup plus loin, hein, qui sont dans les garrigues des côtières. Il y a ces forages qui sont en exploitation, que vous avez vu, mais sans arrêt, il y a des forages qui ne sont pas là sur la carte, mais qui sont en étude, quoi. Voilà. C'est 1 an, 2 ans, qui vont beaucoup plus loin que la carte qu'on a vue. Ça peut aller, pas vous citer des villages parce que ça vous dit rien, mais jusqu'à, je dirais, presque entre 5 et 10 km. On peut dire au président et Madame Lopez qui sont là. Quand même. Ils vont puiser sur, maintenant, une zone qui est beaucoup plus loin que celle de Vergès. Je peux citer Huchot, parce que Huchot, ça va dire à nos collègues, notamment à Monsieur le rapporteur, parce qu'il y a un forage sur la commune Huchot, mais ça va encore qui connaît bien, même s'il n'est pas garde. Même jusqu'à Millau, voilà, ils sont sur Bernis, Millau, il y a des forages en cours de test actuellement, quoi. Donc là, nous, on ne maîtrise pas les lieux ou les forages qu'ils font, mais... Non, pardon. Oui, excusez-moi, c'était pas le sens de ma question, peut-être que je l'ai mal exprimé, c'est sur le niveau d'exploitation de la nappe, est-ce que vous considérez que, compte tenu du niveau d'exploitation de la nappe tel qu'il existe aujourd'hui, de nouveaux forages sont possibles, souhaitables, compatibles avec le rechargement de la nappe et son fonctionnement? Parce que, en gros, la question qui est sous-jacente, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui la nappe est déjà surexploitée ou pas? Enfin voilà, quel est votre regard sur le niveau d'exploitation? Alors la nappe, un des objectifs, c'est dans la nappe et au niveau du SAGE, c'est de ne pas puiser plus que ce que la nappe peut se recharger. Donc on s'aperçoit qu'en période de sécheresse, eh bien, on puise plus que ce qu'elle peut se recharger. En période un peu plus humide, on est à peu près à l'équilibre. Même cet hiver, on a eu un hiver
assez pluvieux, hein, et bien la nappe est quand même dans des niveaux moyens. On n'est pas sur une nappe qui est abondante. Donc effectivement, continuer à puiser avec la période de changement climatique que nous vivons, que nous allons vivre, on aura plus des tendances de période de sécheresse et plus des tendances où la nappe va effectivement être sur des niveaux bas. Elle n'aura pas suffisamment de périodes de pluie pour se recharger. Et le cas, on a vu le cas cet hiver où il a plu, mais on est dans des niveaux moyens. Oui, voilà. donc je comprends que vous analysez comme la situation comme étant de nouvelles exploitations vous sembleraient peu conformes avec... Oui, de Perrier ou d'autres forages privés qu'on ne maîtrise non plus. Oui, effectivement, ça aura des incidences sur la quantité de la nappe, effectivement. Sur la qualité de la nappe, vous évoquez dans vos présentations la question de la restauration de la qualité de la ressource. Quel regard vous portez sur la qualité originelle de la ressource? Je pose ma question pourquoi? Parce que vous savez que dans la définition des eaux minérales naturelles, le critère, l'un des deux critères, il y a le caractère minéral, puis il y a le caractère naturel, et donc il y a cette notion de pureté originelle. Est-ce que pour vous, parce que finalement Perrier puise au même endroit où vous faites aussi vos contrôles, est-ce que pour vous, la pureté originelle aujourd'hui existe toujours? Ben, on l'a vu à travers les événements qui se sont produits récemment. Dans la mesure où on prélève dans un aquifère qui est protégé, pour lequel on a une couverture, on va avoir une meilleure protection et donc une qualité d'eau qui est meilleure. Et les forages qui ont fait l'objet de la transformation en eau de boisson sont les forages qui ne bénéficient pas de cette couche de couverture. Donc des forages qui sont dans une zone de forte vulnérabilité. Donc il apparaît effectivement que dans cet secteur, on a des problématiques de qualité sur cette ressource. Mais sur les secteurs qui font toujours l'objet d'une exploitation en eau minérale naturelle, des données que vous avez, pour vous, la pureté originelle est-elle toujours garantie? Alors nous, notre surveillance, elle porte vraiment sur la partie vistrinque et costière, pas sur le réservoir des calcaires des garrigues limoises, puisque je vous le disais, il n'y a pas d'enjeu, il y a moins d'enjeux en termes d'alimentation en eau potable. Et cette ressource est identifiée en bon état. Donc il n'y a pas des réseaux de surveillance qui se déploient, comme ça peut être le cas sur les ressources qui sont déclassées. Donc vous n'avez pas la vision dessus? On n'a pas vraiment la vision dessus. L'importance pour nous de ce réservoir, c'est sa contribution à l'alimentation. Entendu. Et sur les problématiques qui nous concernent, les nitrates en particulier. L'eau est de meilleure qualité dans les calcaires que dans la vistrinque. D'accord. Effectivement, nos contrôles nous portent sur le nitrate, pesticides, un peu les PFAS actuellement, mais après, cette eau, pour qu'elle soit minérale, pure, naturelle, voilà, on n'a pas des contrôles qui peuvent, nous, le PTB, dire que cette eau est effectivement naturelle, quoi. Parce que c'est d'autres critères, d'autres niveaux, d'autres enjeux, quoi, qu'on ne maîtrisons pas, quoi. Nous, on est sur le grand cycle de l'eau, après, ça passe plus sur le petit cycle. Très bien, merci beaucoup. Madame le maire, vous disiez tout à l'heure que vous, d'ailleurs, merci d'être présent et merci aussi d'avoir rappelé l'attachement qu'on peut évidemment comprendre à cette longue histoire de Perrier sur votre commune. Vous disiez tout à l'heure, nous aimerions que des nouveaux forages aient lieu et des nouveaux forages en eau minérale naturelle. Et est-ce que je comprends, dites-moi si je fais fausse route, je comprends que cette préférence pour l'eau minérale naturelle par rapport à une eau de boisson est dictée, j'imagine, par des considérations fiscales liées à ce que rapporte pour la commune. Et peut-être pouvez-vous quantifier pour nous ce que signifie pour vous en fait l'exploitation de Perrier, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire dans votre budget? On est dans la saison des budgets, vous savez, ici et ailleurs. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous dans votre budget? Et est-ce que c'est bien à cette aune-là que vous disiez à l'instant, nous préférons de l'eau minérale naturelle plutôt que de l'eau de boisson? Alors pas que. Nous préférons de l'eau minérale naturelle parce que quand même c'est une eau de qualité. Et qu'on préfère vraiment boire de l'eau minérale naturelle Perrier que de l'eau maison Perrier, qui est une eau énergisante, enfin, etc., qui est pas du tout le même produit. Donc ce n'est pas que et qui consomme autant d'eau sur les nappes, hein, je dois dire. Hein. Donc à ce niveau-là, qu'on puisse dans un forage pour faire de l'eau de boisson, il vaut mieux exploiter de nouveaux forages où l'eau est de bonne qualité, puisque on nous a dit, hein, moi je suis pas experte, mais on nous a dit qu'un forage avait une durée de vie entre 30 et 50 ans. Donc,
j'entends que ces forages sont vieillissants et que tous les critères ne sont pas réunis pour avoir de l'eau minérale naturelle. Mais ce qu'a toujours fait la société Nestlé Water et Perrier par avant, ils exploraient de nouveaux forages pour continuer à avoir une eau de qualité égale, quoi. Donc non, ce n'est pas que pour des considérations financières, c'est vraiment aussi parce qu'on est attaché à cette eau qui est un fleuron, qui est quelque chose d'important et qui est une eau de minéral de qualité publique. Enfin, il y a tout ça et on n'aimerait pas que plus avoir d'eau de Perrier pour avoir une banale eau de boisson comme d'autres produits qui pourraient, il faut faire aussi attention, être délocalisés et aller s'exploiter ailleurs, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir cette exigence d'eau minérale naturelle. Après, bien sûr qu'en termes de richesse pour la commune, c'est quelque chose de très important, puisque, comme vous le savez, on a une surtaxe sur les eaux minérales naturelles qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, ça pourrait, je dis souvent, faire l'objet de notre débat, parce qu'il n'y a pas de raison que quand on prélève de l'eau de boisson, c'est quand même de l'eau qu'on prélève, on n'ait pas aussi les communes... Mais c'est une discussion qu'on veut mener dans le cadre de cette commission. C'est une discussion qu'on veut mener. Commerciaux, donc il n'y a pas de raison. Mais ce n'est pas le sujet. Pour vous donner un exemple, quand en 2015, la commune percevait une surtaxe au col, on l'a fait comme ça, de 2,5 millions par an, ce qui était considérable. Je vous rappelle qu'on est 5100 habitants à Vergès. Quand je suis arrivée, moi, en 2020, j'ai noté les chiffres, la surtaxe pour les eaux minérales était de 1 596 000. Et en 2024, les derniers chiffres, on est à 372 876 euros. Donc, vous dire qu'on s'est adapté à un budget, aujourd'hui 370 000 euros. On prévoit sur le budget 2025, on a prévu 330 000 euros. Donc, on s'est adapté à cette perte qui est due aussi parce qu'on a parlé de nouveaux forages. Aujourd'hui, à Vergès, il y avait 4 forages. Aujourd'hui, on en a plus que 2. On a 3 forages à côté à Huchot. On a des forages en vue. Donc voilà, cette surtaxe au col, Juste le micro, parce que merci. Les internautes, Madame le maire. Drôle de vous voyez, mais bon. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà, bien entendu qu'il y a aussi des considérations fiscales, mais vraiment pas que. C'est aussi cet intérêt à garder une eau de qualité et une eau minérale naturelle, quoi. Même si les forages sont pas je veux dire, on n'est pas... Oui, c'est ce que j'allais dire. Concerné, puisque c'est pas la commune de Vergès, mais c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est quand même un fleuron de la région. Et il faut se méfier que, de toute façon, Nestlé Water continueront à faire de l'eau de boisson, et s'ils ne peuvent pas le faire à Vergès ou à Huchot, ils iront le faire, ou en France, ils iront le faire ailleurs, de toute façon. Donc, Effectivement, si vous le permettez, pour compléter un peu les propos de Madame le maire, puisque je suis venu de la commune voisine du Chaux, puisque effectivement, nous, il y a quelques années, on n'avait pas effectivement cette manne financière qui maintenant est un peu plus partagée, mais honnêtement, on ne s'est pas posé la question, est-ce que si c'est de l'eau minérale, on aura tant de pourcentage d'eau, si c'est de l'eau de boisson, est-ce qu'on aura tant? Voilà, c'est pas un aspect vraiment financier qui pose problème, quoi. Parce qu'on sait qu'à la commune, ce budget, on l'a actuellement, c'est un budget qui nous arrive sans solliciter, sans faire d'efforts. Peut-être que dans quelques années, on ne l'aura pas. Voilà, on reçoit une somme d'argent, mais c'est pas une préoccupation première. Voilà, c'est pas déterminant dans le budget de votre commune et de vos communes. Si on produit que de l'eau de boisson et qu'à Huchot, on n'a plus aucun pourcentage, on acceptera. D'accord. C'est pas l'aspect financier, d'accord. C'est bien, les communes, mais c'est pas l'essentiel. Très bien. Juste peut-être une précision pour Madame le maire. En fait, si ils ne produisent plus d'eau minérale naturelle, dans notre compréhension et la compréhension de la Commission, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à atteindre les critères d'une eau minérale naturelle. Et donc, c'est quand même lié aux conditions d'exploitation. Peut-être une question au premier adjoint au maire. Pour mes collègues, comment c'est la redevance de Perrier pour Huchot? Oui, alors effectivement, le varie, nous on l'a depuis 4 ans, elle varie selon les années entre 400 et 800 000. Voilà, sachant que c'est sur cette commune que Monsieur le préfet a fait fermer le forage. Suspendu. Pour l'instant, suspendu il y a quelques mois. Voilà. Après, il y a des retombées aussi fiscales pour la communauté de communes, qui était la CVAE, donc, qui n'existe plus, qui rapportait à peu près 400 000 euros. À peu près. Maintenant, c'est une partie de la TVA, parce qu'il y a plus de partie de la CVAE. Voilà un peu les données fiscales.
Juste pour comprendre aussi votre niveau d'information par rapport à ce qui se passe sur le site de la commune, à partir de 2020, nous avons appris, nous, dans les travaux de cette commission, qu'il y a eu 3 épisodes, je parle donc avant les révélations, 3 épisodes de contamination successifs en juin, septembre 2020 et janvier 2021. Est-ce qu'à ce moment-là, à la fois le PTB, à la fois vous, Madame le maire, vous avez été mis au courant par l'entreprise Nestlé Waters de ces épisodes de contamination? Est-ce que vous avez été informé de cela? Alors là, jamais. Jamais. Chaque fois qu'on a eu des informations, malheureusement, et je le déplore, ça a été par la presse. D'accord. Sinon, aucune information. Donc le lien avec Nestlé Waters, vous le décririez comme quand même intermittent, peu fluide. Comment vous le décririez? Juste le micro. Ouais. Mais il est. En tout cas, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de transparence, ça c'est sûr. Oui, effectivement, on a appris ça, nous par la presse. On a des relations avec Nestlé Waters, réunions, des formations, mais ce genre de problèmes, effectivement, qui viennent d'une société privée, ça n'arrive pas jusqu'à nous, nos communes, ou je sais pas, la DTM, au service public. Ouais. Effectivement, l'info nous arrive par les journaux. Oui, si je peux rajouter, nous, la commune, on a appris en 2023 par la société, par Nestlé Waters, que 2 forages étaient vieillissants et ne pouvaient plus remplir les critères. Mais c'était à 2023 et qu'ils allaient les reconvertir en eau de boisson pour justement se diversifier, préserver quand même l'emploi, ce qui est important, moderniser l'usine, etc. Mais ça a été en 2023. Mais quand ils vous parlent de forages vieillissants, en fait, ils vous parlent de l'infrastructure ou ils vous disent qu'il y a un problème sur la qualité de l'eau à ce moment-là? Ils nous parlent de forages vieillissants qui ne respectent plus la qualité de l'eau pour produire de l'eau minérale naturelle 2 sur 4 et qui vont les reconvertir en eau de boisson. D'accord. Comment vous avez commencé à l'évoquer, mais juste pour avoir aussi une note d'ambiance du terrain et de comment les choses sont perçues à Vergès, même si j'ai le président Burgoa qui n'hésite pas à me les remonter, mais vous êtes finalement plus directement aussi en lien. Comment ont été perçues ces révélations? Est-ce qu'elles ont été perçues... Est-ce qu'il y a eu un côté, je vais parler franc, clair, est-ce qu'il y a eu un côté, qu'est-ce qu'on vient de nous emmerder avec ça? Ou est-ce qu'il y a eu un côté, c'est une trahison, parce que c'est pas comment ça a été perçu dans la commune et comment c'est vécu? Est-ce que vous pouvez nous donner cette note d'ambiance? Il y a eu un petit côté mauvaise publicité, c'est vrai, par les habitants, parce que c'est vrai que le traitement médiatique, quand même, c'est le traitement médiatique, mais à un moment donné, ça a vraiment sali l'image de marque et ça a été une publicité négative. Alors, on avait connu ça avec l'affaire du benzène. Hein, donc voilà, les habitants sont un petit peu sur ça, à préserver quand même leur marque Perrier, mais en même temps, surpris. Vraiment surpris, et puis alors nous, les élus, vraiment énormément surpris de penser que les critères d'eau minérale naturelle n'étaient pas respectés. Ça, quand même, ça a été une douche froide. Hein. Je dois dire que, voilà, on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc, voilà, il y a eu ne pas en rajouter quand même et essayer d'avoir une information objective. Tout de suite, quand même, ce qui a été important pour nous de savoir, c'était qu'il n'y avait pas de problème de santé publique, que, voilà, cette eau était... consommable et était restée bonne à consommer. Mais oui, très, très surpris de ça. Merci beaucoup. Peut-être des questions pour l'État territorial et le PTB qui sont plus techniques. Comment vous qualifieriez l'évolution de la qualité de l'eau, disons sur une période de 10 ans? Est-ce que vous considérez, parce qu'il y a des mesures de restauration, mais du coup, est-ce que vous considériez que la question est jugulée, que la qualité de l'eau continue à se détériorer? Donc voilà, sur les indicateurs que vous suivez, comment vous diriez les choses sur votre périmètre à l'un et à l'autre? Alors je vous répondrai pour les nappes écossières, le réservoir superficiel. Nous, ce qu'on observe, c'est que pour la problématique des nitrates, qui est une problématique qui est ancienne, puisque la première déclaration zone vulnérable, c'est 1994 pour ce territoire-là, on a toujours des problématiques nitrates sur le territoire. Alors elles sont localisées, ce n'est pas à l'échelle de toute la nappe, mais on a toujours des concentrations qui dépassent la norme de potabilité et ça a des conséquences pour la distribution d'eau potable avec des systèmes de traitement qui se mettent en place. Par rapport aux pesticides, le bilan est un peu moins négatif. On observe quand même une tendance à la diminution des concentrations en pesticides, en tout cas des molécules qui étaient historiquement à l'origine de la dégradation.
Donc on a un territoire où on a vu des pollutions par les triazines, qui sont des produits qui ont été interdits au début des années 2000, des molécules qui sont très persistantes, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les eaux souterraines. Donc cette pollution-là, elle tend à diminuer. Après, on se rend compte que c'est difficile de faire l'exercice parce que les capacités des laboratoires ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on détecte des produits en quantité très faible. On recherche des métabolites qu'on ne recherchait pas auparavant. Donc, on a quand même toujours des problématiques pesticides, même si on peut quand même être un peu plus positif sur les pesticides en disant que globalement, on a plutôt une tendance à la baisse de cette pollution sur notre territoire. Mais je précise que c'est sur la partie nappe, bistrinque et costière. L'État, peut-être, sur ce sujet? Sur l'aspect qualitatif, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, tout ce qui relève, on va dire, de la sécurité sanitaire, ça relève plutôt de l'Agence régionale de santé. Donc là, je n'aurais pas à me prononcer là-dessus parce que je serais en limite de compétence. Et effectivement, je rejoins ce que disait l'établissement public territorial de bassin sur la qualité, notamment nitrate, pesticides. Donc c'est ce que je vous disais, on suit la politique de captage prioritaire. Donc ça demande de mettre en place des plans d'action, notamment avec les professionnels agricoles. On n'a pas d'amélioration, on n'a pas de dégradation massive sur ce territoire-là, mais on n'arrive pas à trouver, pour l'instant, d'amélioration. Mais ça ne concerne que les critères pesticides et nitrates à notre niveau. Sur les autres aspects sanitaires, c'est pas notre champ de compétence, c'est plutôt du champ de compétence de l'Agence régionale de santé. Et en termes de communication entre les services, il y a eu un rapport définitif de l'ARS de décembre 2024 qui questionnait la possibilité de continuer à exploiter des eaux minérales naturelles à Perrier, qui évoquait même la piste d'un arrêt complet en ce qui concerne la production d'eau minérale naturelle à Perrier. Est-ce que à la fois le PTB et vous-même avez été rendus destinataires de ce rapport? Est-ce que vous avez connaissance de ce rapport? Est-ce qu'il vous a été envoyé? Alors, pas à ma connaissance le rapport de l'Agence régionale de santé. Oh non. Pas au niveau des DTM. Non, ni au niveau de l'EPTB. Alors, au niveau des DTM, l'interrogation qui est celle liée à la qualité de l'eau, c'est aussi les interférences avec la quantité. Tout à l'heure, ce qui était présenté, c'est est-ce que finalement les problématiques de quantité d'eau peuvent induire une fragilité complémentaire sur la qualité de l'eau. Donc c'est bien l'objet d'une étude qui a été demandée justement à Nestlé Waters dans le cadre de leur arrêté préfectoral de 2019, qui était de dire étudier ce qu'on appelle pompeusement l'hydrosystème Perrier, c'est-à-dire les interférences qui existent entre les différents aquifères. On a parlé de l'eau trivien, on a parlé de la Vistrinque, on a parlé de la nappe profonde carbogazeuse, il y a une autre aussi nappe du Burdigalien. Et donc l'objectif de cette étude-là, c'est de montrer les interférences qui existent entre ces différentes nappes. Est-ce qu'il y a des inversions de flux? Ça faisait partie des demandes qui étaient mises dans l'arrêté préfectoral. Est-ce qu'éventuellement l'exploitation de ces nappes peut avoir des influences sur les circulations qu'il peut y avoir entre les nappes? Et de ce fait, ces circulations-là peuvent-elles avoir des conséquences sur la qualité des eaux et sur leur stabilité, puisque ce que vous rappeliez tout à l'heure fort justement, c'est que l'eau minérale naturelle, elle doit avoir des qualités et elle doit surtout avoir une stabilité. Donc l'interrogation, et c'est bien pour ça qu'on leur a demandé de faire cette étude d'hydrosystème. Quand vous dites on leur a demandé, c'est à Nestlé Water? Oui, bien sûr, oui. C'est dans le cadre de leur arrêté préfectoral d'autorisation de 2019 qu'il est bien mentionné qu'ils doivent conduire une étude. Et alors, cette étude, elle est conduite? Vous en avez les résultats? Cette étude, elle est conduite. On a eu les premiers résultats en 2021. Alors, elle devait être rendue pour le 31 juillet 2020. OK. Depuis le 16 mars 2020, on a eu quelques petits soucis d'action. Donc, globalement, l'étude n'a pas pu être rendue dans les délais. Donc, elle a été rendue en 2021. Elle s'est révélée incomplète, parce qu'on avait pris un tierce expert. On avait pris le BRGM pour nous appuyer dans cette étude-là. Et l'expertise qui a été rendue sur cette étude, c'est que, certes, il y avait un gros travail de collecte, un gros travail bibliographique, donc on pouvait saluer quand même le travail de l'entreprise qui avait fait cet effort-là de collecte. En revanche, même les conclusions du rapport, le rapport Antea, étaient de dire on a une fragilité, notamment en période de sécheresse. Si les sécheresses s'accumulent,
il n'est pas certain que l'équilibre entre ce qui arrive dans la nappe et ce qui est prélevé soit garanti. Et nous, l'analyse de l'étude que nous avons faite, c'était de dire elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante dans les références utilisées, Alors attendez, etc. attendez, donc vous avez quoi? Vous avez relancé une étude? Tout à fait. On a redemandé à Nestlé Waters de conduire une étude qui est actuellement en cours avec l'Université de Nîmes et l'Institut technologique d'Alès, d'IMT d'Alès. Alors, dans l'avis effectivement que nous avons rendu, qui a été que nous avons rendu à l'ADREAL, et l'ADREAL l'a transmis effectivement au pétitionnaire, nous avons indiqué qu'il y avait eu certes des avancées dans les éléments fournis par l'étude, mais que cette étude, le résultat de l'étude fournie n'était pas suffisant, qu'on leur demandait de compléter ça dans une deuxième phase, qui en fait reprenait les 4 items dont je vous ai parlé, qui était conduite par un autre prestataire. C'est plus Antea, c'est donc ce consortium IMT Université de Nîmes. Et cette étude-là devrait nous être rendue en 2025. Et à ce stade, nous restons toujours dans le doute qui a été soulevé même dans le dossier de demande d'autorisation ICPE par le pétitionnaire en 2018 qui a été sanctionné par l'arrêté préfectoral 2019. Mais donc vous vous rendez bien compte que quand même on parle d'un sujet qui a 5 ans d'ancienneté, sur lequel vous avez une première conclusion intermédiaire, sur lequel vous n'avez pas pris de décision si ce n'est la relance d'une étude qui a mis encore 4 ans à se mettre en place. Je veux dire par là qu'on est quand même là dans un schéma on est quand même sur une question assez centrale qui est la fin. Est-ce qu'il y a une surexploitation ou pas de la ressource? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelques lenteurs dans le processus ou est-ce que je comprends votre interrogation. Je comprends votre interrogation. Vous avez l'air de les partager. Je la partage, oui, et à la fois je la nuance, dans le sens où, vous l'avez vu dans la présentation très bien faite par le PTB, c'est un hydrosystème qui est complexe. On n'est pas sur une nappe simple, c'est pas une nappe profonde dont on ne sait à peu près qu'elle va se recharger en 80 ans. Là, on a tout un ensemble qui est compliqué. On a de l'eau minérale naturelle, on a une extraction carbogazeuse qui a plus de 250 mètres, on a des nappes affleurantes, on a des nappes semi-profondes, on a des substrats différents. Je ne dis pas que la chose n'est pas accessible. Elle aurait certainement pu être plus rapide. Il y a eu le contexte Covid, mais après, il n'y a plus le contexte Covid. Aujourd'hui, on attend pour cette année, et ça va être concomitant avec d'autres études conduites notamment par le PTB, les résultats de Perrier. Oui, vous pouvez effectivement, et je pense que les gens qui regardent de l'extérieur l'avancée de l'étude qui avait été préconisée en 2019, sur lequel fin 2021 on a donné un avis qui était quand même relativement mitigé, mais qui ne nous permettait pas, à l'époque, d'avoir une position tranchée. Parce que si nous prenions une décision, comme vous le suggériez tout à l'heure, de fermer des forages, qui ne relève pas de la compétence de la DDTM, de la Société de santé, mais de dire peut-être il faut supprimer des niveaux de prélèvement parce que c'est surexploité. Dans l'étude que nous avions entre les mains, nous n'avions pas ces éléments-là pour l'affirmer. De fait, ni dans l'étude de 2021. Ni dans l'étude de 2021. De fait, nous ne pouvions pas proposer à la signature de Madame la préfète une diminution, par exemple, des volumes prélevés de l'entreprise, parce que nous n'avons pas la sécurité juridique pour l'affirmer. En revanche, comme le doute persistait et que l'étude ne nous paraissait pas robuste pour lever le doute, nous avons poursuivi et engagé l'entreprise là-dedans. C'est depuis 2021, ça fait certes 4 ans. Alors, deux questions qui me viennent. Le doute persistait, le doute était fondé, j'imagine, sur quelques questions. Et donc, sur quoi était assis votre doute, si je puis m'exprimer ainsi? Et deuxième question, pourquoi cette étude est commandée à Nestlé et non pas réalisée par les services de l'État sous votre égide? Comme ça, vous en supervisez la mise en œuvre, les délais. Qu'est-ce qui fait qu'on sous-traite à Nestlé Waters la réalisation d'un sujet aussi central? Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette étude se fait en parallèle de la vôtre. Je ne sais pas si elle concerne exactement le même objet, mais bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En partie, c'est ça que j'entends, madame. Je vais vous faire comme ça, madame Ressouche, avec vos mains. J'imagine que ça veut dire plus ou moins. Mais en tout cas, quelle coordination avec le PTB? Pourquoi c'est pas mis en place par l'État lui-même sur un sujet aussi central que l'exploitation des ressources? Alors, pour vous répondre, parce que ça fait d'abord partie de leur arrêté préfectoral. Donc ça, ils en avaient convenu dans leur demande. C'est une préconisation quand on leur a proposé l'arrêté préfectoral. Vous savez, dans le cadre de la procédure contradictoire, ils s'engagent sur un certain nombre de choses. Ils s'engagent, ils financent.
C'est un élément qui n'est pas forcément neutre non plus. Et de ce fait, nous nous chargeons d'examiner ça. Ce que nous avons fait, par contre, c'est que nous adjoignons des services d'un établissement public, le BRGM, qui est quand même autorité en matière d'expertise, en matière d'hydrogéologie, et qui nous accompagne dans l'analyse et l'avis que nous rendons. Donc, j'entends, en parallèle, vous le disiez, on va dire l'État, ou en tous les cas les collectivités, la force publique conduit aussi des études, puisque c'est porté par le PTB, avec des financements qui sont portés également par de la puissance publique, puisque c'est l'agence de l'eau qui en finance une grande partie. Elle n'est pas sur le même périmètre, puisqu'elle est plus étendue. On est sur tout le périmètre du SAGE. Là, on est sur quelque chose par Nestlé Waters qui est propre à leur activité de production. Et ils ont des données aussi de production qu'ils, certes, nous transmettent, mais qui relèvent aussi de leur propre responsabilité. C'est à eux, quand même, de justifier, à un moment donné, que leur exploitation est cohérente avec la ressource qu'ils exploitent. Merci. Question peut-être à tout et finale avant de passer la parole à nos collègues, Monsieur le Président. Est-ce que, à votre connaissance, l'arrêté préfectoral, selon vous, aujourd'hui, est respecté sur le site de Vergès et de Perrier? S'il n'avait pas été respecté, en dehors... Alors, il y a plusieurs volets dans l'arrêté préfectoral. Il y a les volets ICPE, le volet loi sur l'eau. Donc, nous recueillons les informations qui sont inscrites dans l'arrêté préfectoral, notamment avec un retour sur les données de consommation, les niveaux de prélèvement. Aujourd'hui, à ce stade, le point de non-conformité avec l'arrêté préfectoral, c'est bien le rendu de cette étude, qui avait un délai, et ce délai a donc été dépassé, comme je vous l'indiquais. On a donc réécrit à l'entreprise Perrier pour leur redonner un délai pour faire un complément d'étude. Oui, à ce titre, on va dire qu'il y a une non-conformité. Pour les autres éléments, compte tenu de l'arrêté préfectoral, je n'ai pas d'éléments de non-conformité à vous transmettre. Non, vous avez terminé, monsieur le rapporteur? Bon, il y avait notre collègue Daniel Grémillet. Oui, merci, Président. Merci pour vos propos. J'ai une question. Dans ce que vous avez présenté sur le PTB, il est dit que les collectivités sont incitées à faire l'acquisition foncière. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans un schéma où c'est Nestlé qui fait l'acquisition foncière. Et deuxième question, si oui, sur quel périmètre et dans quelles conditions se fait effectivement cette acquisition foncière au bénéfice des collectivités? Et y a-t-il un cahier des charges ensuite dans le cadre de l'exploitation des surfaces qui sont acquises par les collectivités? Les acquisitions foncières, monsieur, se font et par les communes, effectivement, parce que les communes certaines ont des zones de sauvegarde, et donc ils sont conscients effectivement que ces zones où ils puisent l'eau pour leur population, mais elle est à sauvegarder. Donc les communes, effectivement, font de l'acquisition foncière, et Perrier aussi, parallèlement, en fait énormément. Tous les terrains qui sont à vendre, à acheter, ou des agriculteurs qui arrêtent d'exploiter, sont rachetés à des prix très corrects par la société Perrier, qui ensuite les mettent à disposition de jeunes agriculteurs avec des tarifs moindres, sous réserve effectivement de faire des cultures bio, etc. Donc les deux sont complémentaires, et les communes et la source Perrier, effectivement, procèdent à des acquisitions foncières. Les communes qui sont conscientes, effectivement, de la sauvegarde de l'eau. Après, il y en a qui sont beaucoup plus impliqués, il y en a d'autres qui sont moins impliqués dans ces acquisitions foncières. L'autre partie de la question, j'ai oublié. Est-ce que vous voulez compléter, madame? Oui. Ah oui, allez-y. Peut-être pour compléter, Nestlé a débuté bien avant les collectivités sa démarche de protection de sa ressource. Les acquisitions foncières chez Nestlé ont plus de 30 ans, remontent à plus de 30 ans en arrière, et il y a eu toute une démarche qui finalement est aujourd'hui un petit peu reproduite par les collectivités gestionnaires de captage prioritaire dans la mise en place des mesures. Sur le territoire, l'agriculture biologique et la viticulture biologique s'est largement développée sous l'influence de Nestlé. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, sur les démarches captage prioritaire, finalement, on met en place un petit peu la même démarche avec ces acquisitions foncières pour maîtriser l'usage des sols dans les aires d'alimentation des captages prioritaires et tout un tas de démarches agroécologiques en vue de faire évoluer les pratiques agricoles. Je peux demander un complément de... Avec plaisir, monsieur Grémillet. Monsieur. Oui, merci, Président. C'est trop.
est-ce que ça se fait dans le cadre d'une convention qui a été signée entre Nestlé, la SAFER et les deux commissaires au gouvernement, agriculture et finances? Vous comprenez pourquoi je pose la question, parce que ça veut dire que, auquel cas, le droit de préemption de l'agriculteur passe derrière l'intérêt général de la collectivité ou de Nestlé. Les collectivités ont des conventions avec la SAFER pour de la veille foncière ou de la négociation foncière. Et ces démarches sont soutenues par des financements de l'Agence de l'eau. Mais il n'y a pas d'intervention de Nestlé dans cette action-là. Nestlé achète pour son compte les parcelles. Les démarches captage prioritaire, c'est complètement indépendant de Nestlé sur la partie acquisition foncière. C'est Madame Linkenheld. Merci, Monsieur le Président. Donc, Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord. On voit bien, à travers les différentes auditions auxquelles on assiste, que commence à se dessiner un lien entre, finalement, la qualité de l'eau, ce qui était notre première incursion dans le sujet, et la quantité de l'eau. Ça nous a été dit également sur d'autres territoires. J'aurais voulu savoir, en complément de ce que vous nous avez indiqué et des questions qu'a posées le rapporteur sur l'arrêté préfectoral, qui nous interroge, il faut bien le reconnaître. On comprend tout à fait que ce soit Nestlé qui finance des études. Après tout, c'est pour sa propre exploitation industrielle qu'il les mène. On a quand même plus de mal à comprendre que quand ces études traînent, et qu'il y a un doute, le principe de précaution ne fasse pas qu'à un moment donné, les pouvoirs publics prennent le relais, d'autant que, vous l'avez dit vous-même, vous aviez comme tiers expert le BRGM. Donc je me permets de m'associer à ces étonnements et à vous demander du coup si au niveau de la DDTM, vous avez des contacts avec d'autres préfectures, puisque Nestlé n'est pas installé qu'à Vergès, qu'il y a eu des questionnements, pas seulement dans le Gard, mais aussi ailleurs en France, plus à l'Est, où se pose aussi cette question à la fois de la disponibilité de la ressource, donc du problème de la quantité, et du lien avec la qualité. Est-ce que vous avez des échanges entre préfectures pour voir comment, par rapport à un même industriel, vous coordonnez vos pratiques? Est-ce que les arrêtés préfectoraux sont les mêmes d'un territoire à l'autre? Est-ce que les études qui sont commandées peuvent être similaires? Est-ce que les tiers experts comme le BRGM que vous sollicitez peuvent être les mêmes? Bref, est-ce que voilà, dans son ensemble, les pouvoirs publics qui ont quand même ce devoir de contrôle et ce respect du principe de précaution, est-ce que les pouvoirs publics, dans leur ensemble, sur l'ensemble du territoire national, se coordonnent? Telle est ma question un peu de fond. Et j'ajoute une toute petite question, mais elle fait elle aussi écho à des choses qu'on a pu entendre, notamment hier sur d'autres territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je ne sais pas si je m'adresse à la DDTM ou à l'EPTB, combien vous avez de piézomètres aujourd'hui installés qui ont pour rôle principal donc, de mesurer ce qui relève de Nestlé Waters? Merci. Je ne répondrai pas à la dernière question. J'en suis totalement incapable. Si on regarde, si je commence par le début de votre questionnement sur le principe de précaution. Oui, nous l'appliquons, le principe de précaution. Alors peut-être pas jusqu'où vous l'envisagez. En revanche, nous avons clairement dit que dans l'arrêté et dans les courriers, qu'il n'y aurait pas de nouveaux piézomètres tant que l'étude ne serait pas rendue et conclusive. Donc, principe de précaution. De nouveaux forages, vous voulez dire? De nouveaux forages, pardon, de piézomètres, excusez-moi, vous avez raison de me corriger. De nouveaux forages, à la fois, même pour des forages d'essai, puisqu'on a été sollicité fin 2023 sur des forages d'essai, et nous avons répondu, si vous voulez faire des forages d'essai, vous faites un porté à connaissance dans le cadre de l'arrêté préfectoral qui vous est déjà accordé, vous l'intégrez à votre étude hydrosystème, en phase essai et surtout en phase production, de façon à ce qu'on évalue les impacts de vos nouveaux forages. Mais dans tous les cas, on refuse tout nouveau forage. Il y a même une prescription complémentaire qui est de dire que tant qu'il n'y a pas 5 ans de stabilité au niveau des piézomètres, on n'accordera pas de nouveaux prélèvements. Donc ce principe de précaution est appliqué. En revanche,
malgré la tierce expertise du BRGM, le BRGM n'a pas été capable de nous donner avec certitude une information pour dire oui, les baisses des niveaux des nappes que l'on observe depuis plus de 10 ans ne sont pas uniquement dues à un problème de recharge, parce qu'on a eu une succession d'années avec une pluviométrie plus basse. Sur cette base-là, il est quand même difficile à l'autorité préfectorale de demander à un préleveur de réduire, alors qu'il n'y a aucun élément tangible affirmé par un expert, de dire oui, effectivement, ce sont les prélèvements qui sont à l'origine de la baisse. Forcément, il y a doute. Il y a doute. Tout à fait, il y a doute. Le micro, chers collègues, pour qu'on puisse vous entendre. Oui, tout à fait. Je faisais clarifier ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire on a bien compris qu'il n'y a pas d'éléments tangibles, mais il y a doute, d'où ma référence au principe de précaution. Oui. Et donc le principe de précaution, on l'a appliqué, mais dans la limite que je vous exposais, c'est-à-dire uniquement dans on n'autorise pas de nouveaux prélèvements. Ce qu'il faut aussi savoir quand même, c'est que dans le master plan présenté par l'entreprise Perrier dans le cadre de leur arrêté 2019, ils envisagent un plan de diminution des prélèvements spontanément, ce qui est aussi une forme d'orientation vers de la sobriété en termes de prélèvement et d'utilisation d'eau. Mais voilà. Sur le deuxième point, par rapport à la coordination, après je laisserai les collègues de l'EPTB s'exprimer. Spontanément, pour être très, très transparent avec vous, on va travailler à notre échelle départementale avec les différents pétitionnaires, que ce soit Perrier, que ce soit d'autres entreprises, y compris des entreprises nucléaires sur le territoire du Gard, sans forcément aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'un arrêté préfectoral est lié à une activité d'entreprise. L'arrêté préfectoral, si demain l'entreprise Perrier ajoute 2 lignes d'eau pétillante, voilà, il rajoutera 2 lignes. Donc ce ne peut pas être le même arrêté préfectoral. En revanche, quand on a su effectivement que l'entreprise avait quelques difficultés dans d'autres départements, nous nous sommes rapprochés des services de la préfecture d'un département de l'Est de la France, et le contexte n'était pas complètement le même. Et nous n'avons pas eu, autour de l'entreprise Perrier, de situation de difficultés en alimentation en eau potable, ni sur un aspect qualitatif, ni sur un aspect quantitatif, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. Donc, on s'est rapproché pour voir effectivement comment ils avaient fait, mais on n'était pas dans la même situation. C'est la même entreprise qui a des difficultés, mais qui ne sont pas de même nature. Donc si je comprends bien, puisque ce qu'essaie d'explorer aussi la commission d'enquête, c'est finalement comment travaillent les pouvoirs publics dans leur diversité sur les enjeux sanitaires, économiques, réglementaires sur ce sujet. Si je comprends bien, tant qu'il n'y a pas de difficulté qui est relevée, deux préfectures ne se parlent pas, bien qu'elles aient toutes les deux des industriels, quel que soit leur nom, vous avez raison, bien qu'elles aient toutes les deux des industriels qui pratiquent sur leur territoire des activités similaires. À aucun moment, l'État considère que ça peut être intéressant d'échanger les bonnes pratiques. On attend qu'il y ait une difficulté pour échanger finalement les réactions, mais il n'y a pas aucun endroit où se discute ce genre de choses au niveau central ou au niveau régional, dans les réunions quand les préfets sont réunis au ministère de l'Intérieur, que sais-je, ça n'existe pas. Donc nous avons quand même des animations, des formations qui sont proposées par le niveau central et relayées par le niveau régional, quand même, que ce soit par le ministère de l'écologie, que ce soit par les niveaux de Réal, notamment quand il y a eu les nouveaux arrêtés relatifs à l'autorisation environnementale en 2017, quand il y a de nouvelles dispositions, quand il y a eu l'arrêté cadre sécheresse pour les producteurs d'eau minérale en 2023. Il y a un accompagnement qui est fait, comme une formation, il y a une coordination nationale qui est faite et qui est reliée par le niveau régional. Après, sur les dossiers en particulier, quand, globalement, au niveau local, on arrive à faire l'instruction de manière correcte sans avoir besoin d'aller parangonner avec les collègues, on le déroule. En revanche, quand il y a une nouveauté, là, vous voyez, sur un autre sujet, comme c'est le développement des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, eh bien, on essaye d'échanger avec les collègues des autres préfectures, des autres DDT de la région pour voir comment est-ce qu'ils s'y prennent avec les acteurs locaux, avec les opérateurs, avec les élus. Donc, quand on n'a pas les éléments ni fournis par le niveau central ou les doctrines au niveau régional et que nous sommes en difficulté, pour avancer dans l'instruction, on échange avec nos pairs. Peut-être répondre à votre question sur les piézomètres.
Donc, le PTB n'a pas vocation à surveiller le réservoir ou les réservoirs exploités par Nestlé ou par n'importe quel industriel. L'objectif pour nous, c'est le lien avec l'alimentation en eau potable. Donc l'enjeu majeur sur notre territoire, c'est les nappes bistrinques et costières. Donc il existe un réseau patrimonial de surveillance des niveaux piézométriques, dont les plus anciens piézomètres ont été installés au début des années 70. Donc on a vraiment un historique intéressant sur l'évolution des niveaux de nappes. Donc il existe 18 piézomètres dans ce réseau patrimonial. Et dans le cadre de l'étude de modélisation, on a rajouté 9 autres piézomètres dans la partie aval, même dans le département de l'Hérault, et également sur les calcaires des garrigues nîmoises. Parce que l'interrogation qu'on a dans le cadre de l'étude de modélisation, c'est la compréhension et l'évaluation de la quantité d'eau qui provient de ce réservoir et qui alimente les nappes de la Vistrinque. Donc ça, c'est vraiment un enjeu en termes de gestion locale des ressources, de pouvoir évaluer cette quantité d'eau qui vient depuis les calcaires et d'évaluer également l'incidence des prélèvements sur cette ressource et l'incidence de ces prélèvements sur la contribution à l'alimentation de la nappe de la Vistrinque. Peut-être, moi j'aurais une question à Madame le maire pour mettre en avant votre commune, Madame le maire, que je connais bien, mais par rapport à mes autres collègues qui ne sont pas gardois, peut-être mettre en avant que vous avez la première cave coopérative bio d'Europe sur votre commune, avec un partenariat avec Nestlé. Peut-être expliquer cela à mes collègues, ce serait intéressant qu'ils aient cette information. Oui, merci Monsieur le Président pour cette question. C'est vrai que à Vergès, on est sensible depuis toujours, et je dirais grâce à Perrier, justement de notre environnement et de la protection de la nappe. Et donc c'est pour ça qu'on est on est un territoire qui pratique le bio, et on a la première cave bio d'Europe, hein, je crois que c'est ça. Donc aujourd'hui, ça fait déjà très très longtemps qu'il y a que les viticulteurs sont passés en bio, mais pas que, l'agriculture, la mentalité des gens, la commune également. La commune pratique le zéro phyto bien avant que la loi nous l'impose, et il y a comme ça, voilà, une sensibilité à cette écologie-là qui est fondamentale chez nous, puisque c'est préserver notre richesse aussi, hein. Donc voilà, tout ça va vraiment, voilà, et va de pair, quoi. Il y a ce côté, ouais, la cave, l'agriculture. On fait aussi beaucoup de bassins de rétention, on rénove le pluvial, on a vraiment une politique de désimperméabilisation des sols. Vraiment, on a cette politique-là parce que la ressource en eau, pour nous, est précieuse. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, je veux dire, voilà, depuis longtemps. Et puisque vous m'avez donné la parole, je vais un peu la garder. Je voulais, moi, vous donner un petit peu mon sentiment et puis mon degré d'information, parce qu'on n'a peut-être pas tous le même, je pense. Pour moi, il y avait deux problèmes. Comme vous l'avez bien dit, madame, il y a un problème de quantité d'eau, qui me semble est géré donc par la DDTM, et puis un problème de qualité d'eau, et là, c'est les ARS. Hein. Donc moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'en pleine période de canicule et de sécheresse, il y a des arrêtés qui sont pris et qui limitent la quantité d'eau prélevée, bien entendu, par Nestlé Water, et c'est régulier. Donc moi, je fais confiance quand même à ces services-là, et je sais que l'année dernière, en 2024, jusqu'au 31 octobre, les quantités étaient limitées. Et c'était, il me semble, respecté. Ensuite, la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, on est en attente on a ce rapport qui a fuité dans la presse, mais que moi non plus, je n'ai pas vu. J'ai téléphoné donc à Monsieur le Préfet pour avoir quand même un peu plus d'informations. Et donc il m'a réaffirmé qu'il n'y avait pas de problème de santé publique, puisque l'eau et le Perrier est encore en vente libre, hein, donc c'est quand même quelque chose qui me rassure, parce que j'ai quand même confiance, moi, au service de l'État. Et donc j'attends cette décision préfectorale qui doit avoir lieu au premier semestre 2025, hein, d'après ce que j'ai compris, mais je l'attends avec confiance et espoir aussi, parce que je voulais rappeler qu'aujourd'hui, la source Perrier, c'est 1000 emplois directs, 1000 personnes qui travaillent sur le site, 180 emplois à la verrerie, qui est directement lié, 180 personnes qui travaillent à la verrerie OI du Languedoc, donc plus les emplois indirects. Donc c'est quelque chose d'important, c'est ça, ce pilier économique-là, il faut vraiment l'avoir quand même en tête, d'autant plus que, alors là aussi, c'est peut-être mon niveau d'information qui n'est pas le bon. Concernant la quantité d'eau, moi, la direction de Nestlé Water m'a toujours dit, alors
peut-être qu'ils me mentent, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas experte. Mais que l'eau prélevée n'était pas issue de la nappe phréatique, donc on utilise tous les jours, mais d'une nappe bien plus profonde, etc. Donc il n'y avait pas de nuisance sur nos ressources en eau pour les habitants. Donc très bien. Et la qualité, moi, la promesse de Nestlé, l'engagement, plus qu'une promesse de Nestlé Water, c'est de se mettre en raccord avec la législation française qui ne permet pas ces filtres dont on a beaucoup parlé, ces filtres charbon qui sont aujourd'hui pas autorisés par la législation française, mais d'après ce que j'ai compris, autorisés par la législation européenne. Dont acte, j'attends cette... Non, là-dessus, juste pour que vous... Alors, pardon ? Voilà, pour que vous sachiez, pour le coup, la législation européenne interdit les filtres à charbon, les lampes à UV, pour les eaux minérales naturelles, justement sur le fondement que ces eaux minérales naturelles sont minérales et naturelles, et que donc il y a un critère de pureté originelle qui s'applique, donc que l'eau à l'émergence doit présenter une pureté originelle qui justement n'implique pas de traitement, sinon on passe dans l'eau de boisson. Et c'est ce qui a justifié pour la partie Maison Perrier, ce passage et ce déclassement en eau de boisson. Ben ça me rassure alors du coup que la législation européenne soit en harmonie avec la législation française. Harmonisé. Donc si on boit de l'eau italienne, c'est la même, la même cahier des charges. Ben ça me... Avec, juste pour être précis jusqu'au bout, pardon, mais juste peut-être pour être précis jusqu'au bout, avec justement un débat que nous conduisons dans cette commission sur ce qu'on appelle la microfiltration, qui est un procédé qui est utilisé notamment par Perrier sur le site de Vergès, sur son caractère désinfectant ou non. C'est-à-dire la microfiltration est-elle finalement une manière de traiter l'eau sans le dire, et auquel cas le critère de pureté originelle ne serait pas rempli. Pour aller au bout de l'explication, sur le seuil de microfiltration, il y a quelques nuances entre États membres, en tout cas aujourd'hui, qu'on constate. Voilà, juste pour aller au bout sur ce point-là. Merci pour ces précisions. Donc voilà, mon propos était celui-là. J'attends quand même, et j'ai pas de raison de douter aujourd'hui, ni des services de l'État, ni de Nestlé Water. Donc j'attends de voir cette mise en conformité et que les services de l'État prennent leurs décisions en fonction de ça. Merci. Merci, Madame la maire. Il y a Madame Gull Oui, bonjour Madame la maire, bonjour à toutes et tous. J'ai une question qui est une question financière, si vous voulez bien. Je voulais savoir le déclassement en eau de boisson. Quelle est l'influence pour vous, collectivité, du déclassement en eau de boisson d'une partie de la production de Perrier, puisqu'en fait, j'imagine que vous ne percevez pas tout à fait la même chose si on est en eau minérale naturelle ou en eau de boisson. Et si jamais vous avez déjà répondu à cette question dans votre propos introductif, je vous prie de m'en excuser, mais j'étais en séance, donc... non, mais c'est pas grave, c'était l'objet d'une question. Effectivement, on a une surtaxe des eaux minérales sur l'eau minérale naturelle. C'est comme toutes les villes qui ont de l'eau minérale, qui produisent de l'eau minérale naturelle. En revanche, sur les boissons, on n'a absolument aucune taxe. Et je disais dans mon propos tout à l'heure que c'était quelque chose qui méritait d'être étudié. Je m'adresse à vous, les parlementaires, parce qu'il n'y a aucune raison du coup que ce ne soit pas taxé. Mais nous ne percevons rien. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on pourra avoir, Monsieur le Président du PTB, le PowerPoint? C'est possible? Ah oui. Parce que comme ça, là, vous l'envoyez à la Commission, puis on le diffusera à l'ensemble des membres, comme ça, pour leur culture générale. Je ne sais pas, Monsieur le rapporteur, plus de questions? Monsieur... Oui, est-ce que vous avez peut-être quelques précisions par rapport à un peu les dernières informations qui ont été dites sur l'arrêté préfectoral? Est-ce que Perrier le respecte ou pas? C'est vrai que l'arrêté préfectoral est pris par Monsieur le Préfet, et sur la base de un peu l'épisomètre, tout ce qu'on donne. Et systématiquement, tous les mois, chaque fois qu'il est édité, systématiquement, Nestlé nous le demande. Donc, s'il nous le demande, on peut supposer que derrière, il le respecte. Voilà, première chose. Le rapport aussi entre quantité et qualité qui a souvent été évoqué, d'un point de vue technique, si les nappes ont tendance à baisser, parce qu'on y puise trop, vu le changement climatique, ça va avoir des conséquences effectivement sur la qualité. Parce que les pesticides et les nitrates vont avoir tendance à se concentrer, alors que si la nappe est pleine, ça va être un peu plus dilué. Donc si la nappe, vu le changement climatique dans les années à venir, a tendance à baisser,
tous les efforts qu'on fait, comme vous expliquez, pour les nitrates, pesticides, où on est en dessous des normes, ben peut-être qu'à un moment, vu qu'elle est d'un niveau bas, ça va se concentrer et qu'on ne va plus respecter les normes au niveau nitrates et pesticides. Oui, et d'autant qu'on nous a fait état dans d'autres auditions d'un principe de percolation, c'est-à-dire que si on puise trop, ça peut accélérer la descente des nitrates, des pesticides, et donc dégrader encore la qualité de l'eau. Peut-être juste, monsieur, pour les services de l'État, une dernière question sur... donc l'arrêté préfectoral prévoit un certain nombre de litres puisables par an, j'imagine que c'est exprimé ainsi. Comment vous faites cette vérification? C'est-à-dire vous regardez ce qui sort de l'usine, vous avez des... Enfin, il y a un état des lieux, il y a dans l'usine, enfin, je ne sais même pas comment l'imaginer, on va bientôt y aller, donc peut-être qu'on le verra de visu, mais il y a un gros compteur, enfin voilà, à quoi ça ressemble la vérification entre le nombre de litres puisés par, enfin, version arrêté préfectoral et ce qu'on voit à la sortie de l'usine, comment vous procédez? Je vais vous rassurer pour les bonnes tenues des finances publiques de l'État, nous n'y passons pas tous les jours. Donc il est tenu dans l'arrêté préfectoral, il est bien indiqué que c'est le pétitionnaire qui doit fournir régulièrement l'ensemble des enregistrements, des données du registre qu'il a. Donc tous ces prélèvements sont bien entendu équipés de compteurs, ça fait partie de la loi sur l'eau, ça ne concerne pas que Perrier, c'est pour tous les préleveurs d'eau, et avec des caractéristiques, alors vous verrez quand vous irez sur site avec la commission le 7 février, vous ne pourrez pas voir la caractéristique des moteurs, puisque par nature, ils sont à plus de 100 mètres de profondeur. Donc ensuite, c'est bien entendu les notices, de la documentation que vous fournira l'entreprise qui vous permettra de vous assurer que la capacité de la pompe et de sa capacité d'extraction en débit horaire correspond bien au débit autorisé, ce que nous faisons quand nous effectuons des contrôles sur place. Mais nous faisons essentiellement du contrôle documentaire sur la base de ce que nous transmet, bien entendu c'est déclaratif, ce que nous transmet l'entreprise et ses registres de prélèvement. Vous n'avez plus de questions, monsieur le rapporteur? Ben, écoutez, on va arrêter notre audition. Moi, je tenais à... Ah, pardon, allez-y, madame. Si je peux profiter pour vous apporter encore Profitez. Un ou deux éléments. Le PTB donc anime les démarches captage prioritaire pour restaurer la qualité de l'eau de la ressource qui est utilisée pour l'eau potable. On se rend compte que c'est une réelle difficulté, la restauration de la qualité des eaux souterraines. Et pourtant, c'est un enjeu dans un contexte de changement climatique où, on l'a dit, la diminution des recharges risque de contribuer à dégrader encore la qualité des ressources en eau. C'est difficile dans un contexte de décisions politiques récentes sur l'utilisation des pesticides qui ne nous aident pas finalement dans la démarche d'utiliser moins de pesticides et donc forcément de retrouver moins de pesticides dans les eaux souterraines. Et donc, voilà, je voulais lancer une alerte sur vraiment la nécessité d'arriver à peut-être favoriser le développement de la recherche, favoriser le développement de solutions innovantes pour arriver à ce que l'agriculture tende vers une agriculture agroécologique. Premier point. Et deuxième point, si vous permettez, on est sur un territoire qui est agricole, avec des pollutions agricoles. On est aussi sur un territoire qui a une forte dynamique d'urbanisation. On a des captages qui, à l'origine, il y a 30 ou 40 ans en arrière, étaient en zone rurale, qui se retrouvent rattrapés par l'urbanisation. Et malgré l'existence d'un SAGE, malgré l'existence de zones de sauvegarde reprises dans le SAGE, et pour lesquelles on a mis des dispositions visant à préserver ces zones dans le SAGE, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à arriver à protéger des captages qui sont déjà existants, parce qu'il y a des projets d'urbanisation qui se conçoivent dans les périmètres de protection rapprochés des captages ou dans les zones de sauvegarde de ces captages. Et malgré les outils qu'on a mis en œuvre sur le territoire, on a quand même quelques inquiétudes sur notre capacité à protéger la ressource, à protéger des captages qui sont existants, qui sont autorisés, qui sont pour certains de bonne qualité. Dans le contexte qu'on vient de décrire, c'est pourtant une richesse sur ce territoire. Je me permets de prolonger ce point-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'outils juridiques qui permettent, dans les zones de captage et dans les alentours des zones de captage, d'empêcher l'urbanisation, c'est ça que vous nous dites? À travers le SAGE, on a défini les zones de sauvegarde avec différents secteurs et avec des mesures proportionnées selon les secteurs. On ne peut pas directement s'adresser à l'urbanisation parce qu'on peut agir sur tout ce qui est IOTA dans le cadre des SAGE. Et donc, on peut par contre interdire certains IOTA, c'est installation, ouvrage, travaux, aménagement.
qui sont concomitants à l'urbanisation. Quand on urbanise, on compense l'imperméabilisation et donc on crée ce type de dispositif. Voilà. Je vais rajouter aussi un mot. Si je me permets de compléter sur le volet réglementaire, vous avez deux types de documents d'aménagement et de planification à l'échelle territoriale. Vous avez les SCOT qui vont donc déterminer des zones de préservation de la ressource, et la nappe de la Vistrinque a été caractérisée comme on dirait ressource à préserver. Et puis vous avez les documents d'urbanisme, les PLU, dans lesquels les services de l'État portent à la connaissance des élus qui vont construire leurs documents d'urbanisme les espaces qu'il faut préserver, notamment pour préserver la ressource, mais pas que. Vous savez, il y a un sujet qui fait beaucoup parler et qui est difficile à accepter sur le territoire, qui est le zéro artificialisation nette, avec la préservation des espaces agricoles et forestiers. Et ces espaces agricoles et forestiers à préserver, ils ont cette vocation-là. La problématique, c'est, vous la connaissez mieux que nous, et en tous les cas, les élus y sont confrontés tous les jours, c'est comment assurer le développement territorial avec l'ensemble des enjeux et des contraintes qui pèsent sur un territoire. On a parlé essentiellement de qualité de l'eau aujourd'hui. Monsieur le Président de la Commission connaît le territoire bien mieux que moi, et il pourra vous dire dans le détail l'ensemble des contraintes, qu'elles soient en termes de biodiversité, qu'elles soient en termes de risques naturels, qui pèsent sur un territoire et qui rendent l'exercice d'un élu relativement compliqué pour aménager son territoire. Donc ce qu'évoque la directrice technique de l'EPTB, c'est bien ce sujet-là, c'est comment arriver à préserver la qualité de l'eau, comment arriver à préserver les ressources de demain, tout en permettant quand même le développement des territoires et en prenant en compte toutes les contraintes qui pèsent sur ce territoire-là. En fait, monsieur, oui, juste c'est pour compléter, en fait, c'est tout le travail que fait la commission locale de l'eau qui porte ce stage-là, où siègent des élus, où siègent effectivement les services de l'État, la DDTM, siègent des associations, siègent voilà, tout un tas de structures qui fait c'est de trouver un équilibre entre le souhait des élus d'urbaniser, de créer des zones d'activité, et puis après des structures qui, voilà, de l'autre côté, on urbanise, mais il faut aussi protéger les ressources, les zones de sauvegarde, quoi. C'est cet équilibre qu'il faut trouver, et dans la commission locale de l'eau, il y a les agriculteurs, il y a des carriers, voilà, et c'est un travail avec des avis que nous donnons sur les projets d'installation qui ont besoin de puiser l'eau, quoi. Vous avez terminé, monsieur le rapporteur? Oui. Écoutez, on va terminer la production. Mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier pour, j'allais dire, la qualité des infos que vous avez pu nous donner. Je crois que vous avez bien préparé l'audition, il faut le dire, je crois que c'est bien. Il y en a d'autres qui l'avaient moins bien préparé, ça c'est moins bien passé, mais vous l'avez bien préparé. Donc si vous pouvez nous faire passer le PowerPoint, c'est avec plaisir pour le transmettre à tous nos collègues, et donner rendez-vous bien sûr à nos collègues, puisque cet après-midi nous allons voyager, puisque du Gard ce matin, nous irons en début d'après-midi dans les Vosges, pour terminer dans le Puy-de-Dôme, puisque nous recevrons cet après-midi dans les représentants de ces deux départements dans le cadre d'une même audition comme pour le Gard. Donc, mesdames, messieurs, à bientôt, bon retour et au plaisir de se retrouver très rapidement dans le Gard pour moi.